Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo d'SES, donc un troisième chapitre sur le chômage et l'emploi. On va étudier un petit peu les causes du chômage, comment on trouve un emploi, comment ça se passe. Donc c'est un aspect un peu économique, sociologique, donc voilà, qui touche plusieurs domaines. Donc on va commencer par étudier le chômage. Vous avez tout d'abord deux types de chômage. Le chômage conjoncturel, qui est un chômage, comme l'indique son nom, de courte durée, qui dépend de la variation de la demande domestique, C plus I. Donc, pour rappel, C plus I. Donc C, c'est la consommation, et I, l'investissement. C'est ça ce qui constitue la demande domestique. Premier point. Et deuxième point, donc c'est l'analyse du A et du B. Il est rare, donc il est du moins difficile que A égale à B. Donc c'est deux facteurs différents. Donc A, ça va être par exemple une entreprise qui a besoin de main-d'œuvre. Entreprise, besoin de main-d'œuvre. Main-d'œuvre pour construire un pont par exemple. Et B, je mets une couleur. B, c'est la main-d'œuvre disponible. Donc c'est les employés. Donc quand on dit qu'il est très rare que A égale à B, c'est qu'il est très rare que le besoin de main-d'œuvre, enfin, donc, le besoin qu'a l'entreprise en main-d'œuvre, donc le besoin qu'a l'entreprise par exemple, l'entreprise a besoin de 3 ouvriers pour construire un pont, mais donc ça c'est la main-d'œuvre dont on a besoin, donc c'est A. Et B, c'est la main-d'œuvre disponible, mais on n'a que 3 ouvriers pour des maisons, mais ils ne savent pas faire les ponts. Du coup, là, A n'est pas égal à B. Tandis que si l'entreprise a besoin de 3 ouvriers pour construire un pont et que les 3 employés disponibles sont des ouvriers qui savent construire des ponts, bah là, A est égal à B. Mais c'est plus rare. Ensuite, deuxième point, donc ça c'est pour le chômage conjoncturel. Deuxième point, le chômage structurel. Donc là, cette fois-ci, c'est un chômage de long terme, de longue durée, structurel, qui concerne plusieurs points. Donc tout d'abord, l'aspect spatial, la spatialité. Donc, il est très rare, parfois c'est rare qu'il y ait une correspondance entre l'emploi disponible dans telle région et là où se trouvent en fait les futurs employés. Par exemple, admettons qu'on ait besoin dans la Drôme de 10 médecins, on n'en a que 5 et on en voudrait 10, du coup il en faudrait 5 de plus, et qu'à Lyon ils en ont 100, enfin ils en ont 200 disponibles, et qu'il n'y en a que 100 et ils n'en ont besoin que 200, ça veut dire qu'il y a 200 disponibles et nous il nous en faut juste 5, donc il y en a 195 qui resteront sur Lyon, mais on en aura besoin donc, dans la Drôme de 5. Du coup, il y en a 5 qui pourront venir dans la Drôme. Mais peut-être qu'ils n'ont pas envie parce qu'ils préfèrent rester à Lyon pour avoir plus de possibilités de trouver plus d'emplois plus facilement. Le cadre est plus chaleureux, c'est pas la même situation. Du coup, pour attirer ces médecins, on va trouver des solutions, par exemple en mettant un bon salaire, en mettant des primes, en offrant un peu comme les avantages des CSE, des comités sociaux et économiques d'entreprise. Donc là, ça peut être des avantages, ça peut être un logement, etc. Voilà, donc ça c'est l'aspect spatial. Donc l'exemple que je viens de vous donner. Ensuite, l'asymétrie informationnelle, donc c'est l'égalité d'information. Il est très rare qu'une information reçue soit égale à une information envoyée. Enfin, c'est-à-dire il y a toujours des inégalités dans la diffusion, dans la perception d'informations. Donc, par exemple, toutes les informations sur nous, on les connaît, on sait quelles études on a fait, etc. Mais l'employeur, par exemple, le futur employeur qui va nous embaucher, ne les connaît pas forcément. Donc ça peut être un exemple d'asymétrie informationnelle, ou plutôt d'appariement, en fait, que notre profil corresponde au profil recherché. Voilà. Mais en tout cas, asymétrie informationnelle, ça peut être aussi, on n'a pas les mêmes informations. Par exemple, sur une offre d'emploi, on va nous dire quelles sont les conditions et au final, ce ne sera pas les mêmes. Donc ça peut être un cas d'asymétrie informationnelle. Appariement, ça se rejoint un peu. La différence, c'est que l'appariement, là, on parle vraiment de la correspondance. C'est-à-dire, est-ce que A égale à B? Est-ce que l'emploi disponible, par exemple, moi je veux postuler pour construire des voitures et on me propose un job pour construire des avions, sauf que moi je ne veux pas construire des avions. Du coup, est-ce que
A égale B. Bah là, non, A n'est pas égal à B parce qu'on me propose un emploi pour construire des avions. Or, moi, j'ai les qualifications et l'envie de construire des voitures. Du coup, c'est pas la même chose. Donc là, dans le cas que je viens de vous donner, A n'est pas égal, donc égal barré à B. Par contre, si moi je veux construire des voitures et que Stellantis me propose, ou Renault Group me propose une mission pour construire des voitures, bah là du coup A égale à B. Parce qu'ils ont besoin d'un constructeur automobile et moi j'ai le profil d'un constructeur automobile. Du coup A égale à B. Après, il va y avoir évidemment d'autres critères en fonction du salaire, des horaires, des conditions, des études, etc. qui vont faire varier les conditions d'emploi. En tout cas, l'emploi que je recherche et l'emploi que propose l'entreprise correspond, il y a bien une coïncidence, une correspondance, donc A égale à B. Voilà pour ces points sur le chômage. Ensuite, donc il y en a d'autres, on va voir les autres cas de chômage. Mais tout d'abord, juste, je vais vous rappeler deux formules. Première formule, c'est taux d'emploi, donc c'est nombre d'actifs occupés sur personnes en âge de travailler. Donc nombre d'actifs occupés, c'est tous ceux qui travaillent, personnes qui travaillent. En fait, c'est tous les travailleurs, hein, tous les employés qui ont un travail. Ça peut être des indépendants, des rattachés à l'entreprise, des cadres, ça peut être des fonctionnaires, etc. Tous ceux qui travaillent, qui touchent un salaire, qu'ils soient indépendants ou pas, c'est tous ceux qui travaillent. Donc ça c'est tout l'emploi, les personnes en âge de travailler, donc on va dire environ environ 24-62 ans, à peu près. Donc c'est le nombre de personnes sur, voilà, donc imaginons qu'on a 100 travailleurs sur 120 personnes en âge de travailler, et ben on fait la fraction, on obtient 10 sur 12, donc 10 sur 12 ça fait 5 sur 6, donc il y a 5 sixièmes de la population qui travaille. Donc imaginons que vous avez 6 personnes dans la population, donc 6 personnes dans la population qui peut travailler, ben vous en avez 5 qui travaillent. Du coup c'est quasiment la totalité, il y en a juste un qui ne travaille pas. Voilà, donc on peut supposer qu'il est par conséquent au chômage. Et donc par conséquent, ici vous avez le taux de chômage, c'est le nombre de chômeurs, donc des personnes qui n'ont vraiment pas d'emploi, qui ne recherchent pas de travail, c'est ceux qui sont vraiment au chômage, sur la population active. Donc là j'ai mis entre parenthèses donc, les actifs occupés, ceux qui ont un emploi, excusez-moi, et ceux qui recherchent un emploi, on les compte dedans. Donc, par exemple, si vous recherchez un emploi, en fait, c'est comme si c'était un métier. Enfin, c'est pas vraiment un métier, mais vous travaillez à rechercher un emploi. Du coup, ça compte comme une fonction. Donc, vous comptez dans la population active. Et par conséquent, pour calculer pour faire un exemple de fraction, donc de quota, on va mettre par exemple, imaginons, je sais pas, vous avez 80 chômeurs sur une population de 160, population active de 160, 8 sur 16, ça vous fait, donc je vous fais étape par étape hein, pour le calcul, 4 sur 8 pour vous simplifier, et donc ça vous fait 2 quarts. Voilà. Donc vous êtes ou un demi, tout simplement. Ou 0,5, donc bref, vous avez compris, c'est la moitié. Et en fait, là sur une population active, donc sur 160 actifs, vous en avez la moitié, donc 80, un demi, qui est au chômage. Donc voilà, les deux calculs, les deux formules, on va dire, de ce chapitre. Ensuite, donc on en revient sur les autres cas de chômage. Donc là, ça a varié, hein. Les trois là. Celui-là, ça a varié en fonction des années. Hein. Donc je crois le premier, on est sur les années 80-90 à peu près, ou les années 60. Les années 60. Le deuxième, on doit être sur les années 80-90. Et le dernier vers les années 2000-2010. À peu près, ça a bien évidemment évolué, il y a toujours ces cas, il y a toujours des cas qui sont présents, d'autres non, mais c'est à peu près. Voilà, donc en tout cas, le premier cas, c'est les femmes en congé de maternité. Donc c'est pas vraiment un cas de chômage, mais c'est vrai qu'on va les inciter à se retirer du marché du travail, puisque par exemple, parce qu'elles peuvent être en congé maternité. Par exemple, s'il y a une femme qui est prise dans une entreprise en CDI, elle travaille 1 an et au bout d'1 an, elle tombe en congé maternité, enfin elle se met en congé maternité, et ben en fait, l'inconvénient pour l'entreprise, c'est qu'elle va devoir continuer à payer
l'employé, donc la femme, qui est en congé maternité, mais elle va devoir aussi, si elle va avoir une activité, si elle va avoir de la production dans l'entreprise, elle va devoir embaucher quelqu'un d'autre. Du coup, c'est-à-dire qu'elle va payer 2 salaires pour un travail effectué. Donc ça, c'est pour les entreprises que c'est négatif. Après, donc ce cas est possible. Enfin, c'est pas vraiment un cas de chômage, mais c'est une incitation. Enfin, ça, c'est pour les entreprises. Les entreprises pensent comme ça. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, donc là, on va mettre C1. Enfin, c'est moi, je vais mettre une petite vague pour vous montrer que, je peux même mettre en orange, que c'est pas vraiment un cas. Ça compte un peu, mais pas tellement. Ensuite, vous avez le deuxième cas. Je vais mettre en violet. Le deuxième cas, c'est les personnes âgées, où en fait, comme elles sont proches de la retraite, on va les inciter à se retirer du marché du travail pour laisser la place aux autres. Enfin, c'est un deuxième cas un peu de chômage, entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment à chaque fois, c'est pas vraiment des vrais cas de chômage, mais c'est des semis. Donc, je vais aussi, après, je peux l'entourer en orange. Et donc, c'est pour ça que je peux mettre 2 vagues. Le troisième cas, c'est les étudiants. Pareil, en fait, à chaque fois, c'est pas vraiment des cas de chômage, mais ça s'en rapproche un peu. Enfin, c'est une variante, mais c'est les étudiants. Les étudiants, donc, qui vont prolonger leurs études avant de rentrer sur le marché du travail. Donc, par exemple, il y en a qui vont s'arrêter à Bac+2, qui vont directement rentrer sur le marché du travail, et d'autres qui, avec un Bac+2 ou Bac+3, vont difficilement, certains vont avoir des difficultés à trouver un emploi. Du coup, ils vont poursuivre leurs études sur un Bac+4, 5, 6, et du coup, ça retarde leur entrée sur le marché du travail. Voilà, donc, c'est pas vraiment un cas de chômage puisqu'ils poursuivent leur étude, mais ça retarde, ça repousse leur date d'entrée sur le marché du travail. Donc voilà pour ces informations. Et ensuite, on arrive sur les solutions. Oui, donc juste tout d'abord 2 théories. La théorie du salaire d'efficience, c'est en fait plus on vous paye, donc augmentation du salaire, plus égale augmentation de la production par la motivation. Motivation. En fait, plus on vous paye, plus ça vous motive à être efficace, à bien travailler et donc à bien produire. On peut dire augmentation de la production, augmentation de l'efficacité, je peux rajouter, de l'efficacité de la production par, donc ça veut dire par la motivation. Donc voilà, première théorie. Et ensuite, autre cas, le monopsone, donc c'est un demandeur face à plusieurs offreurs. Donc il y a plusieurs économistes qui ont développé ces idées. En gros, c'est, je peux l'écrire ici, un demandeur. Par exemple, vous êtes employé, enfin, vous êtes candidat, vous cherchez par exemple un job dans une boulangerie, pour être boulanger, et il y a plusieurs boulangeries partout en France qui vont vous proposer un emploi. Bah, du coup, le cas du monopsone, c'est que vous êtes tout seul face à plusieurs entreprises qui veulent vous recruter, et vous allez choisir, logiquement, celle avec les meilleures conditions, donc le meilleur salaire, les meilleurs horaires, etc. Donc, vous allez prendre tous ces critères et vous allez prendre celui justement qui est le plus avantageux, le plus bénéfique pour vous. Ça, c'est le cas du monopsone. J'en reviens chômage-emploi. Les solutions pour avoir un emploi, pour être pris en emploi, etc. Ou pour les bonnes conditions d'emploi. Donc il y a plusieurs idées. Le premier point, c'est le SMIC. Donc, avantage, du coup, ça se lie à la théorie du salaire d'efficience. C'est que comme on a un salaire plus élevé, donc on a un salaire minimum, le SMIC, qui à l'époque ça s'appelait le SMIG. Hein. Ça a été renommé vers les années 70, si je dis pas de bêtises, environ. Donc c'est l'ancien SMIG. Donc voilà, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, c'est comme ça, et l'ancien c'était le salaire minimum interprofessionnel, je sais plus quoi, enfin voilà, c'est l'ancien. Mais en tout cas, voilà, donc l'avantage c'est que ça vous force à être plus productif, mais l'inconvénient, donc pour vous c'est avantageux, tout le monde est content d'avoir un salaire minimum, donc voilà. Mais l'inconvénient c'est pour les entreprises, parce que le BE des entreprises va diminuer. Donc leur épargne, leur investissement, excusez-moi, et pas avertissement. Bon, en tout cas, on pourrait parler d'avertissement parce que c'est compliqué pour elles. En tout cas, leur EBE diminue. Et surtout, en fait, les employés coûtent cher parce qu'en termes de cotisation sociale, de prélèvements sociaux, etc., l'employé coûte cher. Par exemple, si vous touchez, exemple concret,
vous touchez 1200 € net par mois. Et ben en fait, vous avez coûté à votre entreprise 2400, le double. Enfin, c'est environ. Et en brut, admettons, vous touchez, je sais pas, on va dire 2000. Non, 1800. Déjà, vous avez la différence de 600 €. Donc, il y a 600 € de prélèvement. Et sachant que, en fait, quand l'entreprise vous paye 1200 pour votre poche, et en fait, elle a dépensé pour vous 2400. Parce qu'il y a la partie brute. C'est pour ça que ça coûte cher. Donc, si on met un salaire minimum, on dit minimum 1600 €, du coup, vous allez coûter encore plus cher. Donc, 1600, si on dit minimum 1600 net, en fait, 16,62, vous allez coûter 3200 à l'entreprise. Du coup, vous coûtez plus cher. Donc, l'entreprise, pour vous, c'est un avantage, mais pour l'entreprise, c'est un désavantage. Voilà. Après, vous avez une politique monétaire, autre solution, donc les emprunts pour les entreprises, donc par les banques, tout simplement, les fonds monétaires, etc. Et ensuite, vous avez des politiques budgétaires, donc ça, c'est pareil. Voilà, donc c'est 3 grands types de solutions. Après, il y en a d'autres, mais voilà un exemple. Ensuite, il faut distinguer, donc ça n'a rien à voir. En tout cas, vous avez le modèle flexible. C'est un modèle plutôt agréable, moins strict, etc. Les entreprises peuvent embaucher, licencier librement. À l'inverse, c'est pas égal, au modèle rigide qui lui est strict et c'est difficile pour embaucher et licencier. C'est le cas plutôt de la France majoritairement, mais c'est un modèle rigide, ça l'aspect négatif, c'est que c'est un modèle strict où les entreprises ont du mal à licencier, mal à embaucher. Du coup, voilà, on préfère le modèle flexible parce que c'est moins strict, il y a moins de réglementation. Ok, elles peuvent licencier facilement, ça peut être un inconvénient. Mais d'un autre côté, elles peuvent embaucher plus librement. Donc, elles peuvent embaucher des intérims, comme ça je vous détaille les types d'emploi. Des intérimaires, on va mettre. Les CDD, donc pour rappel, CDD, c'est pas complément d'objet direct ou je sais pas quoi, non. C'est contrat à durée déterminée, donc vous avez une période déterminée. Intérim, c'est pareil. En fait, intérim, c'est plus sur des courtes périodes, on est sur environ une semaine. CDD, c'est plus des contrats, on va être sur 1, 2, 3 mois. Donc ça peut être parfois des journées, mais c'est plus des mois. Et CDI, c'est indéterminé, donc en fait, c'est jusqu'à que vous partez, que vous soyez licencié ou quoi, c'est pas déterminé. Donc si vous restez 15 ans, vous restez 15 ans. Mais c'est pas déterminé, vous pouvez partir quand vous voulez, avant, après. Vous pouvez rester 5 ans, 10 ans, 15 ans, 12 ans, 30 ans, 50 ans. Peut-être pas 60 quand même, mais voilà. En tout cas, voilà des exemples d'emploi. Et du coup, vous pouvez être pris librement. C'est l'avantage du modèle flexible. C'est comme l'indique son nom, c'est flexible, c'est tranquille. Parce que rigide, c'est plus dur, c'est strict. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo des CES. Donc je vous ai présenté un petit peu les principales notions sur ce chapitre chômage et emploi. Évidemment, il y a plein d'autres solutions, il y a plein d'autres définitions, etc. Mais voilà, on va dire les principales notions, principales idées de ce thème. Je vous remercie, la vidéo s'achève.